Je vous ai préparé un épisode de folie avec Fabien Maguin, échevin à la ville de Bruxelles, des affaires économiques, de la Smart City et de l'emploi. On va parler Bruxelles, Bruxelles et Bruxelles. Donc accroche-toi et écoute cet épisode avec moi. Bonjour, aujourd'hui on va avoir Fabien Maguin avec nous. Aujourd'hui on va parler affaires économiques, on va parler ville intelligente, on va parler emploi, on va parler Bruxelles. Merci à toi d'être venu. Avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter brièvement ? Alors, Fabien Maguin, donc, tu l'as dit, je suis échevin des affaires économiques, de l'emploi et de la Smart City à la ville de Bruxelles. Au-delà de ça, je suis un Bruxellois depuis toujours. Moi, je suis un quête de Bruxelles. J'ai grandi, vécu toute ma vie à Bruxelles. Et donc aujourd'hui, full-time en politique sur les matières que tu as citées. Et j'ai toujours voulu te demander la question suivante. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la politique ? Alors, tu as deux aspects. Il y a un côté... j'ai une vision de la politique qui est la manière dont je m'engage dans la société. J'ai été élevé et on a grandi, mes frères et moi, dans le côté, ok, il faut s'engager dans la société dans laquelle on est. On ne peut pas juste vivre sa vie, son petit bonheur dans le coin et pas s'occuper de ce qu'il y a autour de nous. Et donc, chacun d'entre nous a développé cette manière de s'engager dans la société. Moi, c'est via la voie politique. Et c'est deux choses qui m'y ont amené. La première, c'est... j'ai une vision très helléniste de la politique, c'est une vision encore de la démocratie grecque où en fait on met pour un temps sa vie entre parenthèses pour s'occuper de la gestion de la cité. Et c'est ce qui fait, ce que je fais aujourd'hui en politique, c'est ça, c'est gérer la cité en disant ok, ben, j'essaie d'être le relais entre les citoyens, leurs besoins, la vision que je porte de la société au sein de mes fonctions. Mais surtout quand on est ce représentant dans une démocratie représentative, ce relais avec les gens, eh bien en fait c'est comme ça que je suis tombé dedans, si je puis dire. Je savais juste, parce que j'ai un père qui fait de la politique, où il fallait s'adresser. Et donc j'avais des gens de mon quartier qui venaient me voir en disant il y a un problème, il faut le régler. Et je disais mais attendez, je sais comment ça marche, il faut interpeller machin, ou il faut s'adresser à tel service. Et en fait, c'est comme ça que ça a commencé. Un peu un engrenage, j'avoue, dans lequel j'ai mis mon doigt sans faire exprès. Donc voilà, pour l'anecdote, je jouais au rugby, les lumières du parking où je jouais au rugby étaient continuellement éteintes. On se faisait péter les vitres des bagnoles pour choper les sacs, etc. Bref, ça n'allait pas. Et simplement, j'ai dit à un moment, attendez, je vais interpeller les élus, je vais interpeller le bourgmestre, et puis on va essayer d'améliorer les choses. Et en fait, c'est encore ce que je fais aujourd'hui. Juste, il y a un problème, et j'essaye d'être le relais entre le problème que les citoyens me remontent et la solution avec l'administration qui l'apporte. Donc finalement, le déclic, ça a été finalement une expérience personnelle qui t'a donné envie de te mobiliser donc, pour l'ensemble. Et c'est assez marrant de se dire ça parce que, allez, à titre personnel, par exemple, moi, ce qui m'a fait m'intéresser à la politique également, ou en tout cas militer en tant que jeune, c'était tout simplement le fait que je suis le fils aîné d'une famille monoparentale, donc avec maman seule, avec 3 enfants. Donc j'ai eu à prendre des responsabilités assez tôt dans ma vie. Et c'est vrai que en général, je parle avec des amis qui sont pas nécessairement politisés, en tout cas qui s'intéressent peu à la politique. Ils ont cette impression que finalement, il y a la politique et puis il y a le reste du monde. Alors que je leur dis souvent, en vrai, tout est politique. Et c'est pour ça que je voulais savoir également, pour toi, qu'est-ce que la politique ? Tu l'as dit plutôt avec gestion de la cité. Oui, alors, moi j'ai dit, là je te rejoins, je crois qu'on a tous en nous une cause, un truc qui nous porte. Où on se dit, il y a une injustice, il y a quelque chose qu'on veut changer dans la société, dans le monde dans lequel on vit. Je ne crois pas au modèle où on se dit, je mets mes œillères, je vis dans ma petite bulle très égoïste, j'ai mon petit bonheur et je ne m'intéresse pas à la société autour de moi. D'abord parce que la société autour de toi a un impact sur ta vie. Que tu le veuilles ou non, la manière dont tu es géré la société a un impact sur ta vie. Et donc, une fois que tu as ce moteur qui est ce que tu veux changer ou porter dans la société, il y a plein de manières de faire de la politique et à ce moment-là, comme tu le dis, tout devient politique en fait. Okay. Et il y a moyen de le faire par la manifestation, la pression sur l'opinion publique, créer l'opinion publique, ou effectivement par la voie politique où on essaye de bouger les choses là où ça se décide, parce que finalement la politique c'est là que ça se décide, qu'on le veuille ou non, et je crois encore vraiment à ce cœur aujourd'hui de la société qu'est la politique. C'est dans la politique que ça se décide, qu'on met les règles, qu'on décide d'agir ou de ne pas agir sur telle cause. Alors évidemment, il y a des gros lobbies en face qu'il faut pouvoir contrer. Le lobby du privé, on entend souvent, c'est le privé qui décide. Ouais. Non, c'est des lobbies d'influence, tout comme les citoyens sont des lobbies d'influence. Et donc je crois juste qu'au cœur de ces lobbies, on trouve le décideur politique ou la décideuse politique qui, elle, à un moment, peut mettre le cadre réglementaire ou agir de manière plus exécutive, comme on dit, pour faire avancer la société dans telle ou telle direction, régler tel ou tel problème. Et donc voilà, c'est ça faire de la politique, c'est tout ça faire de la politique en réalité. Ok, mais parce que dans ce que tu dis justement, il y a l'aspect, à un moment donné, parce que j'entends souvent, les jeunes ne s'intéressent pas ou moins à la politique que les anciens.
Ce avec quoi je suis pas d'accord, dans la mesure où je pense qu'il y a d'autres manières aujourd'hui de faire de la politique, il y a d'autres manières de s'intéresser à la politique. Alors c'est un peu paradoxal chez nous parce qu'il y a le truc où on s'intéresse beaucoup au macro, donc à des questions telles que la RSE, tu l'as mentionné avec justement le poids du privé, le poids des multinationales, où on se dit finalement il y a tout l'enjeu responsabilité sociétale des entreprises que les jeunes en tout cas expriment un intérêt pour ceci, notamment sur les réseaux sociaux. C'est une manière aujourd'hui de militer, une manière, une e-militance, je sais pas. Et à côté, il y a aussi finalement aussi un intérêt pour ce qui est très précis. Et donc, il y a des formes de militantisme très localisées sur des sujets précis dans des associations. Et on l'a vu dernièrement, il y a le Grand Baromètre qui a sorti une enquête exprimant le fait que 7 Belges sur 10, donc ça ne touche pas que les jeunes, 7 Belges sur 10 se méfieraient de la politique. Et selon toi, quelles en sont les causes ? Je vois plusieurs causes. On va pas se mentir, à chaque scandale éthique en politique, à chaque scandale financier, de gouvernance, il y a un moment le côté tous pourri qui ressort. Ouais. C'est très fort, c'est très marqué, et c'est compréhensible, cette révolte. Même moi, responsable politique, je la ressens. Ouais. Quand j'ouvre le journal et que je vois que tel élu s'est fait payer, quand je vois que tel truc... tu te dis, mais non, en fait, je suis pas OK avec ça. Moi, je fais pas de la politique comme ça. Et en plus, ça se rajoute à une révolte de... Je vais te mettre dans le pot avec tous les autres pourris et on va me dire aussi que moi je suis pourri alors que j'essaie de faire les choses bien avec éthique et droiture. Et donc il y a ce sentiment de révolte et de méfiance en disant vous savez quoi, vous êtes pourris. L'autre aspect, c'est effectivement que il y a parfois un sentiment d'inaction ou d'incapacité du monde politique à régler un certain nombre de problèmes. Et ça c'est vrai, c'est parce que ça a évolué, je te rejoins. Aujourd'hui, les gens sont plutôt plus monothématiques dans leur approche politique. Ils veulent que tel truc. Ça, c'est vraiment le truc que je veux que tu changes. Sauf que la politique, quand tu es au centre, c'est prendre l'ensemble des intérêts en considération. Et donc, il y a quelque chose de compliqué, éminemment compliqué dans la décision politique et dans la gestion de la société. Il y a 11 millions de personnes avec 11 millions de centres d'intérêt et de priorités différentes. Il y a des contraintes budgétaires. Et voilà. Et donc, c'est éminemment compliqué. Je reprends toujours, et pour que tout le monde se rende compte, un exemple tout bête. Vous prenez votre appartement ou la maison, si vous avez la chance d'être en maison, et vous vous dites, on va refaire une pièce. Et vous avez, au sein des personnes qui y vivent, que ce soit un studio entre jeunes ou une famille, chacun a une voix et il faut décider, le garage, on va le transformer. Tu vas en avoir un qui va dire, moi je veux jouer la batterie, je veux qu'on y foute de l'acoustique et que je puisse jouer la batterie. Peut-être le padré qui va dire, moi je veux mon bureau pour pouvoir bosser à l'aise. La madré qui va dire, moi j'ai envie de mon espace créatif, ma peinture. Et la petite sœur qui dit, c'est ma salle de jeu. Mais à un moment... ça va être des longues discussions, ça va être compliqué. Tu auras peut-être la batterie dans un coin avec le bureau, des horaires différenciés pour que chacun puisse profiter de la pièce. Et si ça se trouve, pas l'espace créatif parce qu'il y en aura un qui sera insatisfait parce qu'il n'y avait pas la place de tout mettre dans la même pièce et qu'il n'y avait pas le budget de tout faire. La politique, c'est ça. Ça, c'est pour une pièce de maison. Imaginez-vous ce que c'est gérer une commune, une région, un pays, voire un continent. Ouais. Voir le monde, parce qu'un jour on peut rêver d'un gouvernement mondial, et là tu comprends à quel point c'est éminemment compliqué, et donc ça crée parfois de la frustration chez les gens qui disent mais moi je vous demande un truc, c'est de bouger là-dessus. Okay. Mais c'est vrai que c'est une bonne formule finalement. La politique, c'est tenter de convenir de tous les intérêts et en optimisant finalement le bien-être de chacun dans la pièce, et on peut tenter du coup à chaque fois d'élargir le spectre, région, pays, continent et potentiellement le monde, mais évidemment les intérêts ne sont pas toujours convergents et donc ça créera de la frustration. Mais j'aimerais revenir peut-être sur la notion de la mauvaise gouvernance, évidemment sans mentionner ou s'attarder sur le acteur. Je pense que l'actualité récente a démontré qu'il y a eu beaucoup d'affaires qui sont ressorties. Il y a aussi finalement une forte mainmise de l'instant sur le sujet qui, forcément, là maintenant, les yeux sont rivés sur toute affaire de mauvaise gouvernance. Ils sont toutes, évidemment, très hautement graves. Mais je me dis, évidemment, tous ne sont pas pourris. Ça, c'est clair et net. Maintenant, malheureusement, les mauvaises actions hautement graves des uns cachent finalement tout le bon travail des autres. Et je me dis... ça va en contradiction avec l'idéal de la politique que je me fais et que tu t'en fais justement, où on se dit que la politique avant tout c'est un devoir, la politique avant tout c'est une sorte de droiture, une sorte d'exemplarité, et c'est un truc que j'aime bien du coup chez nous, c'est avec, il y a eu dernièrement la charte de la bonne gouvernance où finalement on tente avec nos moyens de pousser les uns et les autres à adopter les bons comportements, les bonnes pratiques en politique. Mais quel frein il y a, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui finalement d'adopter ces bonnes pratiques? Parce qu'on aimait tous, du moins certains, on aimait tous les bons constats, mais la solution n'arrive pas.
Alors, on doit dézoomer un peu. Moi, je crois qu'il y a deux choses, et on le voit dans les scandales qui sortent actuellement, c'est on a toujours fait comme ça. Ouais. On oublie souvent que dans la définition même de la démocratie, c'est la gouvernance de la majorité dans le respect de la minorité, avec une notion d'alternance. Et je crois qu'un des enjeux par rapport à la bonne gouvernance, c'est d'avoir un renouvellement constant. Pour avoir des gens qui re-questionnent ou qui réinterrogent la norme, ou les habitudes, ou pourquoi est-ce que vous faites ça comme ça. Moi, ça me choque. Parce que les standards aussi d'éthique et de gouvernance, ils ont évolué. On ne fait plus de la politique aujourd'hui comme au début des années 2000, comme dans les années 80 et 90. Et ces standards de gouvernance, d'éthique en politique ont évolué. Et je peux même prendre l'exemple de notre parti. Moi, j'ai été celui qui a porté le décumul des fonctions dans notre parti. Pourtant, depuis 89, on était sans doute le parti avec le plus de députés bourgmestres, parce qu'on avait cette tradition de cet ancrage local fort de nos élus qui allaient après dans les parlements et portaient. Et ça a bien fonctionné pendant des années. Moi, je trouve que ça a apporté. Mais les standards politiques ont interrogé. Et c'est parce qu'il y a eu un renouvellement des jeunes, notamment, qui sont arrivés, qu'on a un moment questionné ça. Et on s'est dit, mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est vraiment comme ça que la politique doit se mener? Et donc, je crois beaucoup à ça. Je crois que si on veut un vrai contrôle qui est garant un peu des normes éthiques et de la bonne gouvernance, il faut qu'il y ait du renouvellement. Il faut qu'il y ait des gens qui questionnent constamment le système. Et on ne peut pas se contenter du « on a toujours fait comme ça ». Parce que ça, c'est comme ça qu'à un moment, on glisse en fait sur la norme. Parce qu'à un moment, c'est un peu comme une marmite d'eau bouillante, quand on sent plus quand ça brûle, et c'est à ce moment-là qu'on passe de l'autre côté de la ligne. Et donc moi, je crois que c'est important d'être contrôlé, d'être transparent. Le contrôle citoyen est important, le contrôle médiatique est important, mais le contrôle interne aux politiques. On voit que beaucoup de ces scandales, c'est parce que ça se décide un peu entre soi, et personne n'ose remettre en... Ouais, on a toujours fait comme ça, bon, d'accord. Non, non. Ayez le courage de remettre en question la norme, ayez le courage de re-questionner quelque chose qui vous paraît pas éthique, de dire, attendez, en fait, moi, je suis pas aligné avec ça, et puis on porte le débat. Et vous allez sans doute avoir des gens qui disent, mais enfin, nous on a toujours fait comme ça, on voit pas ce qui choque. Et puis un autre courant de l'opinion publique qui va dire, et non, nous on n'est plus OK avec ça. Et donc je crois que c'est ça qu'il faut, remettre du sang neuf dans le système. Et c'est pas que des jeunes, c'est des gens qui viennent d'autres horizons, etc. Qui est une alternance politique qui fait qu'à un moment on questionne les pratiques et qu'on évite les dérives. Pour le reste, il y a un pilier qui est propre à chacun, c'est l'éthique personnelle qu'on a. Et ça, malheureusement, il faudra toujours contrôler. Il y aura toujours des pommes pourries, il y aura toujours des gens qui vont transpercer les règles. Ce qui compte, c'est de les choper, c'est de les dénoncer, de à un moment mettre ça sur la place publique ou dans les médias pour qu'il puisse y avoir des contrôles, des sanctions et une prise de conscience du monde politique de « Ah oui, en fait, tel comportement, on l'avait peut-être oublié, mais ça ne se fait pas, quoi ». Ouais, en ce sens, je pense qu'il y aura vraiment un avant, c'est l'impression que j'ai, qu'il y aura un avant-après ces affaires qui ont juste tout éclaté pendant un mois et qui vont en tout cas permettre de re-questionner la classe politique actuelle. Je ne sais pas s'il y aura un avant-après. Je crois qu'un des problèmes par contre de la politique belge, on gère le moment médiatique. À chaque affaire qui éclate, on reparle de règles, il faut remettre... On oublie d'abord qu'il y a un questionnement d'éthique. Il ne faut pas toujours refaire des règles pour un cas particulier qui a déconné. Est-ce qu'il avait l'éthique ou pas de faire de la politique? Si pas, il faut qu'il soit sanctionné par la justice. Ça, c'est la première chose. Deux, par contre, il faut qu'il y ait un suivi. Moi, j'ai beaucoup porté. À la ville de Bruxelles, on a aussi connu des scandales politico-financiers. On a fait des chartes de bonne gouvernance, on a mis des règles d'éthique et de transparence, et ça a apporté ses fruits. Mais il ne faut pas se laisser endormir. C'est pour ça que je dis qu'il faut questionner le système constamment. C'est le cadre. Il faut se reposer à chaque fois les bonnes questions. Il faut que d'autres viennent questionner. Et puis, comme je dis, les normes éthiques, elles évoluent aussi. Et donc, voilà, il faut avoir cette vigilance constante. Ça fait partie, pour moi, d'un des vecteurs importants de la démocratie et donc de la confiance que les citoyens vont avoir dans la démocratie. Et je le dis souvent aussi aux gens, tant qu'on chope les mauvais, c'est pas grave qu'il y en ait eu. C'est pas pour ça que vous devez avoir une défiance vis-à-vis de la politique. Ce qui est bien, c'est qu'on les ait chopés. Moi, je trouve que ce qui s'est passé, par exemple, avec la corruption au Parlement européen, c'est plutôt sain. On a un juge d'instruction, on a la justice qui a pu dénoncer des malversations et des comportements qui ne sont pas adéquats. C'est que le système fonctionne dans ce cadre-là. Donc ça, c'est plutôt positif. Mais voilà, c'est pas pour ça qu'il faut jeter effectivement l'opprobre sur l'ensemble de la classe politique. Et parlons un peu de positif, justement. Quelle a été, toi, ta plus belle réussite, ta plus grande fierté, finalement, à la ville de Bruxelles ? Alors moi, il y a un projet qui m'a beaucoup tenu à cœur. Alors c'est un projet qu'on a ouvert ici tout début d'année, qui est le Brussels Game Space. Alors c'est quoi? C'est un espace en fait d'incubation et de création pour le jeu vidéo. Alors vous allez dire, ah ben voilà, ça c'est sa marotte, c'est son côté ado retardé, gamer, qui avait envie de se faire plaisir. Non, non, c'est un projet beaucoup plus large que je porte. Aujourd'hui, moi, ce que je vois, je fais des affaires économiques, de l'emploi, de la Smart City. Donc là, j'ai un projet qui finalement est au croisement de toutes mes compétences. Pourquoi? Parce que d'abord, et je prends un peu de temps, mais je crois que c'est important de l'expliquer. On y va. La première chose qu'il faut se rendre compte avec le jeu vidéo, au-delà de l'aspect ludique, on aime jouer entre amis, au-delà de l'aspect culturel aujourd'hui très important, c'est une industrie. Complètement. On ne se rend pas compte, parfois pour les gens de sa femme, mais c'est aujourd'hui une industrie qui en chiffre d'affaires fait plus que le cinéma et la musique réunis. Il faut se rendre compte du poids économique que c'est aujourd'hui.
Et donc je reste persuadé qu'il y a une opportunité économique pour Bruxelles et la Belgique d'aller se positionner dans le secteur, premièrement. 2, on a un enjeu et on le sait, les 2 grandes poches d'emploi dans les villes dans les 15-20 ans qui viennent, c'est le secteur de la santé, on est bien positionné à Bruxelles, on a beaucoup de pôles hospitaliers, et c'est les métiers de l'IT. Et il y a un côté attractif dans le jeu vidéo. Oui, le gamin que j'étais à 16 ans, tu lui aurais dit, on y a moyen d'aller bosser dans le jeu vidéo, de développer un jeu vidéo, de devenir joueur professionnel. D'office, j'aurais été un peu plus concentré sur mes études et j'aurais fait autre chose de ma vie. Mais je crois, et on le sait, on a beaucoup de jeunes qui ont décroché des formations, qui sont en fracture numérique, qui ne voient pas comment approcher ces métiers de l'IT qui sont nécessaires à trouver un emploi. Mais moi, je crois que par le jeu vidéo, on peut les y amener. Il y en a plein qui vont se rêver youtubeurs professionnels, plein qui vont se rêver streamers, qui vont se rêver dans les sports, qui vont rêver de créer leur jeu vidéo. Tous vont pas y arriver. Un peu comme dans le foot, il y aura beaucoup d'appelés, peu d'élus. Par contre, ils vont apprendre des compétences en digital marketing, en montage, en codage. Ils vont apprendre l'ensemble de ces métiers en graphisme qui, aujourd'hui, sont hautement valorisables sur le marché de l'emploi. Et donc, on trouve effectivement ce pôle emploi qui est la deuxième de mes compétences. Et puis, il y a cet aspect Smart City. Ça reste du gaming, ça reste des nouvelles technologies. Le gaming est un incroyable vivier de recherche et de développement sur les nouvelles technologies, que ce soit le VR, que ce soit l'IA. Et donc, il y a effectivement là-dedans un projet qui finalement embrasse toutes mes compétences, qui évidemment fait battre le cœur de gamer que j'étais quand j'étais ado. Et donc c'est un projet dont je suis très fier effectivement d'avoir pu enfin mettre Bruxelles sur la carte du gaming en Belgique et j'espère dans les années qui viennent en Europe. Ok, mais c'est justement un sujet dont on parlait dans un autre épisode, vraiment ce côté finalement autour du streaming, autour du jeu vidéo, on s'en doute pas, hein, mais il y a énormément de compétences à acquérir dans ce monde-là. Enfin, allez, quand on parle de jeux vidéo, en général, tu en as certains qui se disent, le jeu vidéo c'est juste de l'amusement, c'est juste de la dopamine que tu as. Non, il y a tout un aspect finalement, planification, un aspect développement de compétences, management parfois, dans certains jeux vidéo où tu dois gérer des guildes, etc. Donc il y a vraiment plein de compétences à acquérir là-dedans. Et ça rajoute, c'est des arguments en plus finalement pour s'y investir. Mais je me demandais aussi justement, quels sont les freins aujourd'hui dans le développement du jeu vidéo en Belgique ? Alors dans le développement du jeu vidéo en Belgique, d'abord de trouver des lieux qui permettent d'accueillir des gens qui ont envie de se lancer là-dedans et qui ont envie de développer leur économie. Le deuxième, c'est le manque de moyens. L'économie du jeu vidéo a ceci de particulier qu'il faut beaucoup de moyens au début avant d'avoir quelque chose à vendre. Et donc, il y a un temps d'incubation de 1 à 3 ans. Il faut parfois quelques dizaines de milliers d'euros, des centaines de milliers, ou si on est sur des AAA, quelques millions d'euros pour pouvoir développer un proof of concept qu'on peut aller vendre aux financiers. Et donc, il y a cet enjeu aujourd'hui de soutenir, d'avoir un fonds d'investissement, et je plaide, ça existe en Flandre, moi je plaide pour que ça existe aussi à Bruxelles, d'avoir un vrai fonds d'investissement dédié aux jeux vidéo qui permet de financer ces studios, qui permet de les soutenir dans leur temps d'incubation. Ça, c'est le premier enjeu, c'est cet aspect financier qui n'existe pas pour l'instant côté francophone, qui existe en Flandre. Le deuxième, c'est créer un espace de rencontre. Le jeu vidéo a ceci, je trouve, de magnifique, c'est que c'est des boîtes, elles sont en concurrence, mais comme elles sont culturelles, comme elles ont leur aspect, leur vie, etc., il y a un enjeu où ils peuvent faire fi de la concurrence pour être très collaboratifs. Et donc, plus il y a d'échanges d'infos, plus il y a de sources d'inspiration, il y a une espèce d'émulation positive qui se crée. C'est ce qu'on a voulu créer avec le Brussels Game Space, c'est un premier endroit où tout le monde pouvait se rassembler, échanger, brainstormer, tiens, comment tu fais ça, tiens, t'as vu, il y a telle nouvelle technologie, tiens, moi dans mon jeu, j'utilise tel moteur 3D et il apporte ça comme positif. Et donc, si on veut vraiment soutenir le secteur, il faut créer ces lieux de rassemblement, il faut créer ces fonds d'investissement. Et alors, il y a un enjeu de formation. Ils ont besoin de main-d'œuvre, ils ont besoin de codeurs, de graphistes, de web designers. Il y a un enjeu où il faut leur apporter de testeurs. Voilà, c'est un métier qui existe et qui est facilement accessible à n'importe qui. C'est testeur de jeux vidéo. Donc voilà, il y a des enjeux sur la formation aussi. Et donc voilà, c'est pour ça que je crois dans ce secteur. C'est un secteur effectivement de niche, mais avec d'énormes potentiels. Et puis je le dis au-delà de ça, qui rayonne sur l'ensemble des métiers de l'IT, qui sont les métiers de demain. Le dream job, testeur de jeux vidéo. Mais tu mentionnais plutôt justement, il y a la fracture numérique, l'enjeu de la fracture numérique. Ouais. Et c'est une de tes compétences également. Comment on peut lutter aujourd'hui contre la fracture numérique ? Alors il y a pour moi plusieurs aspects. Un, ne pas faire de la technologie un but, mais un moyen. Si effectivement tout ce que tu développes doit passer par le numérique et par l'informatique, tu vas perdre des gens en route parce qu'il y a toujours des gens qui n'y arriveront pas. Moi, j'ai une vision très omnicanale. Tu dois pouvoir faire tes démarches administratives, ta vie en société, par le moyen par lequel tu es le plus à l'aise. Si c'est le téléphone, si c'est le guichet physique, si c'est par contre hyper à l'aise sur mon ordi ou même sur un smartphone, tant mieux. Il faut que tous les moyens d'accès et de canaux soient disponibles. Parce qu'il y a toujours des gens qui seront en fracture numérique ou qui sont plus à l'aise sur leur GSM mais qui ne savent pas servir d'un ordi, il faut se rendre compte, ça existe. Et donc voilà, il y a cet enjeu-là. Premier, c'est de garder une voie d'accès, quel que soit le moyen, aux administrations, aux sociétés, aux entreprises, etc. Deux, c'est mettre du coup la technologie au service des gens.
Je crois qu'il y a des tas de choses. On voit des gens aujourd'hui en fracture administrative. Mais en fait, il y a des tas de trucs qui pourraient être faits par l'administration. Ouais. Aller chercher elle-même les infos, demander même à l'IA de dire, mais vous savez, vous avez droit à telle aide sociale ou vous avez droit à tel accès à tel service administratif, peu importe. Il y a des tas de trucs qu'on pourrait automatiser et donc les citoyens n'ont plus besoin de faire la démarche. Il n'y a plus de fracture, c'est l'État qui gère. Et je crois que là, il y a un basculement. Aujourd'hui, on demande aux gens de s'adresser à l'État ou à leur société, plutôt que de dire aux sociétés, mais vous avez toutes les datas disponibles, automatisées. Ouais. 3, après, ça doit être l'enjeu de la formation. On va pas se mentir. Longtemps, on a cru que c'était un truc de vieux, la fracture numérique. On s'est dit, oui, c'est ceux qui n'ont pas connu le développement d'Internet, des ordis, et donc, avec le temps, ça va disparaître. Non, en fait, on voit aujourd'hui que 30% de la société bruxelloise est en fracture numérique, et que ça touche aussi des jeunes. On a des jeunes qui savent très bien servir d'un smartphone, qui sont des monteurs de vidéos incroyables sur TikTok, mais leur demandent pas de faire une démarche administrative en ligne ou de connaître leur code PIN ou d'utiliser It's Me pour se connecter à l'administration. Ils sont complètement paumés. Et je parle même pas de ceux à qui on dit mais utiliser Excel, faire ton CV, l'envoyer par mail. On se rend pas compte à quel point il y a aujourd'hui des gens qui sont perdus par rapport à ça. Et là, il y a un enjeu de formation. Et aujourd'hui, je crois que vraiment cet enjeu de formation numérique, il doit être au cœur de tout. Tout étant numérique. On pourrait l'imaginer à l'école. Bien sûr, nous, on a à la ville, par exemple. Donc, d'abord, on a numérisé notre enseignement comme pas permis. Donc, ils vivent dans un environnement où ils apprennent, en tout cas dans un environnement numérique, avec des tablettes, avec des tableaux interactifs. Donc, il y a cette appréhension de l'IT beaucoup plus facile. Mais on va jusqu'à des cours de codage aujourd'hui dans nos écoles. Et donc, voilà, je reste persuadé qu'effectivement, à partir du moment où le numérique est dans tout, il faut le mettre dans le tout aussi dans la formation. Et donc, à chaque fois, développer ses compétences IT. Et on voit le projet qui est porté par le ministre Claire Failly qui dit, la première chose qu'on fait dans le bilan de compétences des chercheurs d'emploi, c'est aussi un bilan IT. Parce qu'on sait qu'à côté des langues, qu'à côté de la formation professionnelle, si aujourd'hui il n'y a pas de maîtrise de l'IT, on va avoir des difficultés. Et donc oui, il faut le mettre dans l'ensemble des cycles de formation. Moi, je sais que dans mes structures de l'emploi, j'ai dit, on ne fait plus rien sans qu'il y ait un passage à un moment par l'IT parce qu'il faut continuer à familiariser les gens qui sont en fracture. Ouais. Mais j'aime bien ce que tu as dit à un moment, c'est finalement adapter le service en ligne des administrations aux personnes. Petite anecdote, mais moi par exemple, j'ai toujours été relativement à l'aise avec les nouvelles technologies. Toutefois, à un moment donné, j'avais affaire pour aider. Donc, je m'occupais d'un truc à l'université et j'aidais aussi les gens à obtenir leur bourse. Et je me suis rendu compte en fait, c'était pas si simple que ça. En tout cas, du moins il y a quelques années, sur le site de la Fédération de Bruxelles, il y avait c'était juste difficile en fait finalement d'introduire toutes les données dedans. Je sais que depuis il a changé, mais donc même pour des étudiants, donc c'est en effet pas que des personnes âgées comme la caricature pourrait le vouloir, mais c'est également des jeunes qui n'ont pas l'habitude de se servir de ça, ou alors finalement le site est trop archaïque, on demande toujours de remettre les mêmes informations, alors qu'aujourd'hui voilà, tu as It's Me, tout est automatisé et c'est fait, c'est parti. Alors bon, je crois que tu as été à l'ULB, je crois, voilà, donc d'abord je crois que c'est l'école de vie de l'ULB, d'avoir une administration kafkaïenne pour te préparer à la vie derrière. Complètement. Et je vous aime, vous êtes mon alma mater, mais vraiment on a galéré administrativement à l'ULB, mais au-delà de ça et au-delà de la boutade, c'est l'exemple même. Les données, on les a. Un étudiant effectivement boursier parce qu'il est inscrit au CPAS, et tu as l'info par le registre national. On sait croiser des banques de données aujourd'hui. Il n'y a peut-être pas besoin qu'il aille d'abord au CPS chercher une attestation, puis il doit avoir une attestation de famille. Puis... Non, que l'IT aille chercher l'info de là où elle est, créons un dossier citoyen connecté où il y a tout, et allons nous-mêmes chercher les infos pour pas que les gens doivent produire des documents. C'est du win-win pour tout le monde. C'est du win-win pour tout le monde. Pour les administrations qui perdent moins de temps, tu as une source fiable d'infos. Les administrations, les infos, elles sont fiables. Si le statut change, tu le sais directement. Enfin voilà, je crois effectivement qu'on pourrait vraiment faciliter la vie des gens par l'IT plutôt que la compliquer. En tout cas, moi, c'est ce que je porte à la ville de Bruxelles comme chemin de la Smart City, où on a revu tout notre modèle informatique. Et c'est vraiment la vision qu'on porte. On part du citoyen, c'est client-centric comme on dit dans les entreprises, on part du citoyen, c'est citizen-centric, si je dois reprendre une autre expression, parce que client pour l'administration c'est pas top, mais voilà, on part du citoyen, il a un dossier unique, toute l'administration est connectée aux mêmes données et on se partage les données. Ouais. Et comme ça, on ne doit pas commencer à faire 3 bureaux différents, prendre 5 rendez-vous, envoyer 6 mails, c'est stupide. Aujourd'hui, l'IT offre des facilités et je dis mon rêve à terme, c'est que ça soit même le système qui propose aux gens ou qui attribuent leurs droits. En fait, vous avez droit, vous inscrivez à l'ULB, on connaît vos revenus, vous avez droit à une aide et vous n'avez pas de démarche à faire. Voilà, on vous annonce que c'est bon. Avant même que vous payiez votre Minerval, vous avez le Minerval réduit parce que vous y avez droit. C'est encore un peu du rêve aujourd'hui, mais je crois que c'est possible. Alors, il faudra se poser 2-3 bonnes questions en règle d'éthique, de confection de données, etc. Mais je crois qu'il y a un vrai potentiel là-dessus et ça peut vraiment réduire au moins la fracture administrative et aider beaucoup de gens qui aujourd'hui ne bénéficient pas d'un certain nombre de droits parce qu'ils sont paumés. Parce qu'il ne faut pas se mentir, il y a une corrélation souvent entre fracture numérique et niveau socio-économique. Et donc, c'est toujours évidemment ceux qui ont
finalement peut-être parfois le plus besoin de pouvoir faire des démarches administratives qui sont le plus pénalisées. Non, c'est vrai, complètement. Il y a plein de personnes, en général, c'est le constat là maintenant, hein. Il y a plein de personnes qui peuvent bénéficier d'un droit dont ils ne font pas la demande, tout simplement parce que pour certains, ils n'arrivent pas à trouver l'information. Et donc, s'il y avait ce système de rêve qui automatiquement te contactait pour te dire, voilà, en fait, tu as droit à telle ou telle chose, ce serait beaucoup plus simple, en effet. Ouais. Je voulais... Wow. Il y a je viens de repérer le donut que je veux manger tantôt. Et en parlant de donuts, justement, je voulais parler d'entrepreneuriat féminin parce qu'on a accueilli dans un des épisodes Chloé Sengers, Coco Donuts, et on a eu l'occasion de parler longuement du coup de l'entrepreneuriat. Alors, je vais dévorer ce podcast, ce donut par après, mais je voulais savoir justement toi de ton côté, au niveau de la ville, qu'est-ce que tu mettais en place pour favoriser l'entrepreneuriat. C'était l'entrepreneuriat, je sais que c'est un de tes gros sujets, mais notamment l'entrepreneuriat féminin. Alors c'est effectivement un gros enjeu et Chloé est un de nos meilleurs exemples. D'abord parce que c'est une excellente entrepreneuse à la ville, c'est une vraie businesswoman de dingue et je trouve que c'est un modèle pour beaucoup de femmes aussi qui se disent parfois c'est compliqué, il faut voir l'énergie qu'elle a, mais elle fait part aussi de difficultés. Il y a d'abord des difficultés sociétales, il reste, comme l'ensemble dépend de la société, l'entrepreneuriat est traversé par cette différenciation de genre et ces difficultés, cette discrimination de genre qui reste dans notre société. Ça se traduit par une plus grande frilosité des femmes à oser entreprendre. Ça se traduit par plus de difficultés parce que la charge de famille pèse encore plus sur les femmes. Ouais. Ça se traduit par des problèmes d'accès au financement parce qu'on fait plus confiance à un homme qu'à une femme. Enfin, vraiment, moi j'ai comme ça des dizaines de témoignages de femmes qui expliquent que quand elles vont seules à la banque, on leur donne pas le prêt, elles vont avec leur compagnon ou un ami masculin et là, comme par hasard, on donne le prêt. Donc, il y a tous ces biais de la société qui se retrouvent dans l'entrepreneuriat. Comment travailler sur ces biais ? Alors, il y a tout le travail de déconstruction genrée de notre société, c'est un aspect. L'autre côté, on peut vraiment mettre un focus et une priorité sur l'entrepreneuriat féminin. Nous, on l'a fait de plein de manières. Là aussi, ça a été une politique transversale. On l'a fait en soutenant par exemple Girlic et sa maison digitale pour permettre aux femmes d'aller se former dans l'IT. On sait que l'IT est un des métiers où la fracture de genre est extrêmement importante. Et pourtant, je l'ai dit, c'est là-dedans que sont les métiers de demain. Donc si on ne permet pas aux femmes d'y avoir accès, elles vont de nouveau être discriminées sur le marché de l'emploi. On connaît toutes les difficultés de genre. Donc on l'a fait en soutenant effectivement Girlic. On l'a fait en soutenant par exemple des initiatives telles que le Women Promen Market. On voit que ce qui se passe aussi, c'est que quand une femme devient entrepreneur, elle commence d'habitude plus petit. Et donc elle va commencer par des marchés ou par des stands en entrepreneur complémentaire, etc., de pouvoir dire à ces femmes, mais non, en fait, vous êtes pertinente dans votre projet entrepreneurial, vous avez le droit de la visibilité, à être soutenue, à avoir votre espace, ayez de l'accompagnement et ça donne de bons résultats. On a comme ça des femmes qui aujourd'hui ont leur boutique installée à la ville, qu'on a pu accompagner, mais qui ont commencé par les marchés et la visibilité qu'on a pu leur donner. Et donc il y a un aspect aussi exemple de la réussite. Si on veut casser un peu ce plafond de verre, mais il faut aussi qu'on puisse donner cette impulsion. Et donc voilà, c'est plein de politiques qu'on a menées, c'est de manière très transversale. À chaque fois, on essaie de mettre des femmes entrepreneuses en avant dans l'ensemble de nos politiques de soutien à l'entrepreneuriat. On essaie de prévoir les espaces de formation et d'accompagnement nécessaires pour justement aider à augmenter la présence des femmes. Pour l'instant, on n'a que 34% de femmes entrepreneurs, si on regarde les bilans. Pas de raison que ça ne soit pas du 50-50, voire même plus. Je rappelle que les femmes sont la majorité de la société. Et donc voilà, si on veut atteindre cette égalité aussi dans l'entrepreneuriat, il faut cette force d'exemple, déconstruire la société et du soutien accru, parce qu'on sait qu'il y a plus de difficultés à avoir accès à l'entrepreneuriat. Ok. Et alors là, je sors totalement du sujet parce que en parlant justement, il y a un truc qui m'est venu en tête parce qu'en arrivant ici, j'ai vu plein de déchets au sol et je sais qu'une de tes compétences, c'est justement la ville intelligente. Et pourquoi je fais le lien entre la ville intelligente et les déchets que j'ai vus en arrivant au studio ? Eh bien, c'est que je sais qu'à la ville, typiquement, il y a des poubelles intelligentes qui permettent finalement une meilleure gestion des déchets. Et je me suis fait cette réflexion, je me suis dit que c'était pas... Allez, je trouve qu'à Bruxelles, en tout cas, on le voit beaucoup, on entend beaucoup des personnes se plaindre du fait que il y ait encore un peu trop de déchets. Forcément, certains jours, on est toujours sur un système de collecte. Et donc, du coup, il y a des jours où il y a vraiment beaucoup de sacs poubelles. Aujourd'hui, il y a le sac compost. Malheureusement, je trouve que ce qui est dommage derrière, c'est que finalement, on fait peser encore une fois cette gestion-là sur les familles, sur les familles, sur les ménages. D'un quartier à l'autre, on voit que le paysage est différent. C'est dommage, ça pose question. Et je me demandais, voilà. Vu que toi, la ville intelligente, c'est ton sujet, tu souhaites développer la Smart City à la ville de Bruxelles. Et à la ville de Bruxelles, je pense qu'on est quand même à la pointe en comparaison d'autres communes dans toute la Belgique. Comment
réussir à mettre la technologie au service du citoyen et l'insérer dans la ville. Alors, tu l'as dit, ça doit être la technologie au service. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec la technologie pour améliorer? Alors d'abord, tu l'as dit, il faut revoir le système de collecte. Ça n'a plus de sens de sortir des sacs en rue. Il faut des conteneurs enterrés. Enfin, toutes les villes sont passées à ça. Là, on est archaïque à Bruxelles sur le système de ramassage des déchets et ça salit énormément notre vie. Je te coupe 2 secondes. Oui. Typiquement, j'ai voyagé à Barcelone récemment. Alors, je sais que voilà, c'est peut-être pas parfait, mais c'est un autre modèle. C'est un modèle qui peut-être marche un peu mieux que ce qu'on a nous à l'heure actuelle. Et face à quelque chose qui ne fonctionne pas, à un moment donné, ça sert à rien de juste dire, il y a tel problème avec tel type de modèle et juste rester dans l'inhibition. À Barcelone, typiquement, je ne me suis pas plus renseigné que ça, mais les rues étaient propres, simplement parce qu'il y a des conteneurs enterrés. Et je pense que, on devrait voir, en tout cas faire une comparaison et peut-être tenter de voir ce qui est possible de faire. Alors nous, on va lancer une phase test à la ville, par exemple. On va être la première commune à lancer une phase test de conteneurs enterrés, parce que justement, on veut faire bouger les choses et faire évoluer ce modèle, mais c'est vrai qu'il faudrait que la région aille maintenant vers ces conteneurs enterrés, qu'on change notre modèle archaïque. Ça n'a aucun sens de continuer à ramasser les déchets comme on le fait, et ça salit la ville. Alors, ça, c'est le constat de base. Tu ne régleras pas le problème tant que tu n'as pas réglé ça. Ça, je crois. Par contre, entre-temps, qu'est-ce qu'on fait? C'est là que la technologie peut aider. Qu'est-ce qui est intéressant dans les poubelles intelligentes? La première, c'est les poubelles qui compressent les déchets. Donc, c'est-à-dire que la même poubelle peut accueillir plus de quantité de déchets, plus de volume, des lieux de forte fréquentation. Nous, elles sont déployées sur notamment le piétonnier dans le centre-ville. Ça permet quand même d'essayer d'absorber plus de déchets dans les poubelles publiques. Qu'est-ce qui est intéressant? C'est les datas de nouveau. L'or noir des villes aujourd'hui, c'est les datas. Ouais. Si tu récupères tes datas, que tu sais que tel jour, telle heure, tu as eu autant de ramassage de déchets, tu peux mieux organiser tes équipes. Parce que ce qui est compliqué, et franchement, il faut leur rendre hommage, c'est que les ressources sont limitées et que, honnêtement, les travailleurs qui ramassent les déchets, que jettent les gens, faut jamais oublier que c'est les gens qui salissent la ville. C'est pas la ville qui est sale, c'est les gens qui la salissent. Mais entre-temps, on a des gens qui vraiment se mettent au service de la société pour ramasser les déchets. Aujourd'hui, ce qui est compliqué, c'est d'avoir les ressources nécessaires pour gérer l'ensemble de la ville et aller ramasser les déchets partout, tout le temps. Ce que nous permet la technologie, c'est via ces poubelles intelligentes, c'est de dire, ok, je sais que le lundi, mardi, mes poubelles sont pas pleines, donc peut-être qu'un passage par jour pour nettoyer la rue, ça suffit. Par contre, les samedis où il fait beau, il y a 300 000 personnes sur le piétonnier, il faut peut-être prévoir 3 passages. Et tu peux mieux gérer tes équipes RH. On n'est pas encore à ce stade-là. Ça, c'est ce que j'aimerais vraiment qu'on puisse faire. C'est là que la technologie peut aider. C'est d'avoir effectivement cette utilisation fine des data pour voir où est-ce qu'on met les forces, parce que les ressources sont pas illimitées, la force des travailleurs est pas illimitée. Il faut pouvoir gérer les ressources. C'est un gros budget à la ville, mais si on veut y arriver, c'est ça. L'autre enjeu, et on est en train de travailler sur une phase test là-dessus à la ville, c'est aujourd'hui peut-être d'utiliser la technologie pour détecter dès qu'il y a une salissure. On a un projet de digital twin, comme on appelle ça, de jumeaux virtuels de la ville, avec un monitoring IT. On utilise des capteurs, des caméras, et on se dit, mais attends, là, il y a des dépôts de déchets, on envoie une équipe la ramasser. On n'attend pas que ça reste, que ça grandisse. Et donc voilà, toutes ces utilisations de la technologie pourraient aider à rendre la ville plus propre. On est en train de la déployer, je ne suis pas encore satisfait de la manière, mais on voit le potentiel en tout cas que ça pourrait amener. Ok. Et il y a d'autres projets du style de Smart City à la ville de Bruxelles? Il y en a beaucoup qui arrivent. On vient de lancer un appel Smart City avec des projets en IoT et en Smart Data qui arrivent. Et donc là, je ne sais pas encore tout dévoiler parce que les jurys doivent encore se réunir pour détecter. Mais j'ai vu passer des projets hyper intéressants. Et je le redis, la technologie, c'est un moyen. La data aujourd'hui, c'est l'or noir. Et ce qui manque parfois aux politiques, c'est de se dire, OK, où est-ce que je déploie la technologie pour avoir la data et comment j'utilise la data? On est assis sur des montagnes de data. On a plein de données qu'on pourrait utiliser pour mieux gérer, pour être plus efficace et qu'on n'utilise pas. Ça, c'est vraiment la révolution numérique que les pouvoirs publics doivent encore mener. Ok. Maintenant, on va aller au niveau régional. On va parler Bruxelles. Je sais que c'est une de tes grandes passions. On la partage. Est-ce que tu estimes qu'aujourd'hui, on a atteint le potentiel ou on est proche d'atteindre le potentiel que notre région capitale a? Non, on est bien en dessous. C'est vrai que je suis un amoureux de Bruxelles. J'adore cette ville, j'y ai grandi, j'aime ce qu'elle est devenue en termes de multicularité, de ville-monde. Et c'est là qu'est le potentiel de Bruxelles. Pour reprendre 2 minutes l'exemple du jeu vidéo, pourquoi est-ce qu'on peut développer du jeu vidéo à Bruxelles? Parce que si tu le testes à Bruxelles et qu'il marche à Bruxelles, vu que c'est une ville-monde, il marchera partout dans le monde, le côté international. Et donc non, je trouve que notre potentiel bruxellois n'est pas assez exploité. On a des talents incroyables. Moi, je vois dans nos rues, dans le quartier, des jeunes qui ont plein d'idées, plein de talents, mais qui ne sont pas bien formés ou qui ont été mal formés ou qu'il faut rattacher à des parcours de formation. On a un potentiel économique de dingue en termes de création. On est la région qui crée le plus de start-up. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à les garder. Après, elles ont tendance, quand elles grandissent, à quitter. Mais travaillons là-dessus, parce que le potentiel de créatif, il est là. On a cette image de Bruxelles à l'international. C'est parfois la modestie un peu belge et bruxelloise, mais on connaît Bruxelles à l'international, on est le cœur des institutions. On doit se donner notre vraie dimension. Bruxelles, c'est la capitale de la région et de la Belgique,
mais c'est d'abord la capitale de l'Europe, de 400 millions d'Européens. Donnons-nous enfin la dimension mondiale que cette ville a, avec le potentiel qui va derrière, en termes d'attractivité économique, en termes d'attractivité de développement, en termes de perspective d'emploi, en termes de force de rayonnement au niveau mondial. Soyons fiers de notre région. Enfin voilà, moi j'en peux plus de cette espèce de côté, nous les petits Belges, on est dans notre coin. Mais non, allez, on est là, quoi. Et il y a ce potentiel. Alors après, il y a plein de trucs à faire pour y arriver. Hein. C'est pas facile. Il y a une simplification des institutions. On est parfois bloqué dans notre modèle belge, alors que notre ville est internationale et que parfois notre modèle belge, elle s'en fout un peu parce que les gens réfléchissent dans un cadre bien plus grand et bien plus large que le modèle institutionnel belge. Mais voilà, il y a un potentiel de fou. En tout cas, c'est ce qui fait que moi je me bats pour ma ville et ma région. C'est parce que je vois ce potentiel et que je crois qu'on peut le développer. C'est clair. En plus, tu mentionnes quelque chose de vraiment qu'on peut toujours sentir. Et c'est dommage, en dehors des effervescences collectives, hein, quand il y a la Coupe du Monde, évidemment, tout le monde se sent belge et bruxellois. Quand il s'agit de bruxellois qui vont à la place miroir pour regarder le match. Mais c'est vrai qu'en dehors des effervescences collectives, eh bien, il y a vraiment ce truc, ça joue aux mentalités peut-être, de finalement ne pas assez porter ce que Bruxelles a de plus riche. Et je pense véritablement qu'en plus, allez, on a un potentiel de rayonnement incroyable, mais qu'on ne se rend juste pas compte et que malheureusement, parfois, certains, par le passé en tout cas, n'ont pas su mettre assez en avant au niveau par exemple de gouvernants, n'ont pas su mettre en avant que ce soit notre région bruxelloise ou la Belgique de manière générale. Mais bon, moi je pense que véritablement Bruxelles est une vitrine de la Belgique entière sur le monde. Et j'aime cette formule qui dit que Bruxelles, en tout cas j'aimerais un jour pouvoir le dire fièrement sans entendre une quelconque opposition, parce que ça sonnera comme une évidence, mais que Bruxelles influence ou influencera le monde. Ça, pour moi, je pense que c'est à nous, ou en tout cas c'est à nous en tant que politique de le permettre, de mettre le cadre adéquat pour que cela se fasse. Moi je suis très confiant là-dedans, pour une raison très simple. Je vois parfois le hiatus entre les internationaux qui viennent à Bruxelles et qui adorent Bruxelles et qui adorent y vivre, et puis le Belge qui dit enfin ça va pas, c'est pas ce que j'aime, etc. Je crois que notre jeunesse et ce qu'on représente a cette vision internationale, a vécu dans plusieurs pays, a ce brassage multiculturel, a visité le monde, et donc se rend compte de la chance. Moi, j'adore voyager, je suis un grand amoureux de l'Asie, mais qu'est-ce que je me sens bien quand je reviens à Bruxelles, malgré tous ses défauts, tout ce qu'on veut. J'adore cette ville, je vois son potentiel. Et donc je crois que la jeune génération politique qui monte, la jeune génération bruxelloise, a cet attachement plus fort à Bruxelles, voit son potentiel au niveau international, est parfois frustrée parce qu'on se dit on voit le potentiel et qu'il n'est pas exploité. Pas grave les gars, allez on se dit tous ensemble, tous ceux qui partagent cet enthousiasme, on se rejoint, on s'investit et on va réussir à faire de Bruxelles, à exploiter son plein potentiel et comme tu l'as dit, à influencer le monde. Complètement. Et justement au niveau du développement économique, tu parlais des startups. Aujourd'hui, comment on pourrait développer davantage économiquement notre ville ? Alors c'est une question complexe. Moi j'ai toujours une vision un peu écologique, si je peux l'appeler comme ça, du développement du business. Il faut créer ce que j'appelle un peu un terreau favorable. Les entrepreneurs savent très bien comment faire grandir leur entreprise. Pas besoin des pouvoirs publics pour leur dire comment faire. Tout qui a déjà été entrepreneur ou connaît des entrepreneurs connaissent leur business. Ils savent comment créer leur boîte. Ce que nous, on a créé, c'est le terreau favorable. Comment est-ce qu'on crée une ville où l'émulation entrepreneuriale est là ? On simplifie administrativement, et on peut en revenir en Smart City, mais on simplifie la vie administrative des entreprises, où on leur permet d'avoir accès au financement, où on leur permet de se développer. Voilà. Je crois qu'aujourd'hui, les freins, ils sont là, sur les tracas administratifs, d'un côté, et les charges qui pèsent sur un certain nombre d'entreprises. On sait les complications que ça peut représenter en Belgique, qui fait que, ou même parfois à Bruxelles, et qui fait qu'on va plus vite en Flandre, ou on va plus vite à l'étranger, où ça paraît plus simple. Et donc voilà, il y a vraiment un enjeu de simplification, parce que le potentiel de richesse et de création, en tout cas, il est là. Ok. Et en termes d'innovation, de technologie, parce que j'entendais tous les projets qui sont au niveau de la ville, mais au niveau de la région, au niveau de la région et même au niveau du pays tout simplement, est-ce que tu penses qu'on pourrait encore une fois aller plus loin ? Est-ce qu'on pourrait finalement, parce que il y avait la phrase Thierry Gertz, CEO de Google si je ne m'abuse, qui disait que finalement en fait la Belgique a un potentiel incroyable et pourrait devenir finalement la capitale de la tech européenne. Et encore une fois, et là j'ai pas envie de faire mon bruxellois qui n'est jamais satisfait de ma ville, mais je me dis que finalement, parce que on a des acteurs de la tech comme Odoo, dont on ne parle pas assez je trouve, parce que c'est quand même un gros dans le domaine, mais encore il y a ce petit truc en moi qui me dit c'est pas assez. Et comme tu l'as dit, parce que en tout cas pour moi c'est une des rares personnes, une des rares figures qui en parle avec autant d'aisance et aussi avec cet intérêt de la tech et de la data.
Mais comment faire en sorte que ce soit une culture politique et que ce soit finalement une réalité de demain, qu'on soit véritablement une capitale de la tech? Alors, soutenez les politiques qui s'intéressent à la tech et qui comprennent ce qui se passe. Voilà. En termes de renouvellement, je crois que ça fait du bien. Ceci étant dit, je crois effectivement, et je l'ai dit, ce qui bloque l'entrepreneuriat, c'est notamment les lourdeurs administratives et la charge fiscale. C'est un mot belge, on va pas se mentir, ce côté d'ultra bureaucratisation et d'ultra charge financière sur les entreprises. On l'a vu avec la réforme des droits d'auteur. Enfin, seul pays, alors qu'on a effectivement des premières licornes qui du coup s'est barrée en Hollande, voilà, c'est passé sous pavillon hollandais alors qu'elle était belge. On a effectivement des grosses boîtes qui disent à un moment, on se délocalise parce que ici c'est trop lourd, c'est trop compliqué. Donc oui, il y a un aspect simplification à mettre parce que le terreau favorable, il est là. Tu l'as dit, il y a le potentiel de Bruxelles d'être le leader de la tech européenne, c'est qu'on y concentre tous les enjeux, toutes les cultures, toutes les langues. Et donc, voilà, moi j'entends beaucoup de gens de la tech me dire, en fait, si ça marche à Bruxelles, je sais que ça marche partout en Europe, voire partout dans le monde. Et au-delà de ça, on a les talents. On a les talents, c'est pas pour rien qu'on est la région qui crée le plus de startups, c'est parce que des jeunes qui ont des envies, ou des jeunes moins jeunes, enfin des gens qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, qui ont envie ils sont là. Il faut leur donner maintenant les capacités de grandir et les soutenir dans leur croissance, plutôt que dès que tu grandis un peu, te dire attends, bureaucratie, charge, et finalement on vient te remettre la tête sous l'eau, ça n'a pas d'intérêt. Et donc voilà, je crois que c'est une vraie révolution copernicienne, je crois qu'on est quand même sur la bonne voie. Moi je le reconnais par exemple quand Alexander De Croo, même s'il n'est pas de mon parti, était en charge du secrétariat numérique, il a créé cette émulation avec se faire rencontrer la tech et faire en sorte qu'elle fonctionne. Aujourd'hui, si on veut vraiment soutenir ce développement économique, et je l'ai dit, c'est primordial si on veut le développement de l'emploi et de l'économie dans nos villes, parce que c'est les métiers de demain. Il faut que ces entreprises soient dans nos villes, il faut que ça reste dans notre pays. Ben oui, il faut aujourd'hui les accompagner et les soutenir plutôt que de venir à chaque fois leur compliquer la vie. Surtout que Bruxelles, c'est tout petit, la Belgique, c'est tout petit. Une entreprise, ça se délocalise aujourd'hui en Europe. Ouais. Donc, il faut arrêter de regarder petit, il faut voir grand. Et ça va être un de nos enjeux, effectivement, pour soutenir ce secteur. Mais c'est bien de parler aussi en termes d'échelle, parce qu'en effet, je pense que c'est également un enjeu, c'est un enjeu bruxellois très certainement, mais ça fait le lien avec ce qu'on disait, que Bruxelles va influencer le monde demain. Mais c'est aussi un enjeu européen. On n'a pas de géant de la tech, en tout cas on n'a pas réussi à le développer, et il y a toujours ce truc finalement pour certaines petites entreprises finalement avoir la volonté de vouloir se faire racheter par les Américains typiquement, parce que c'est plus compliqué d'émerger peut-être en tant que acteur européen de la tech. Mais parce que tu l'as dit, il n'y a pas de modèle européen. Alors si on me lance sur le modèle européen, vous allez m'entendre parler pendant des dizaines de minutes, mais je crois que c'est le problème. On voit bien chaque pays est encore dans sa logique très, très, très territoriale finalement de l'économie, plutôt que de penser européen. C'est un peu comme on a connu avec l'acier, la construction. Je crois qu'aujourd'hui, si on veut redonner un moteur à l'Europe de croissance économique et de développement même politique, il faut lui redonner un moteur, une nouvelle cause économique. La tech pourrait l'être. Je crois que la première chose, si on veut qu'un jour l'Europe puisse se passer des États-nations, c'est lui donner un pouvoir fiscal. Il n'y a pas d'État sans pouvoir fiscal. Ouais. Alors qu'on le fasse sur la TVA, j'en sais rien, qu'on le fasse, on pourrait évoluer sur la TVE, ou qu'on le fasse sur autre chose. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est la prochaine étape si on veut relancer. Un peu comme les pères fondateurs de l'Europe ont eu ce courage de dire à un moment, on met une économie en commun, on crée un marché commun. Créons aujourd'hui un État européen doté d'un pouvoir fiscal. Et si on considère aujourd'hui que l'Europe est juste un grand marché, que l'Europe se paye sur la valeur ajoutée qu'elle crée économiquement. Qu'elle se paye soit sur l'impôt des sociétés, ça éviterait déjà le dumping et la concurrence entre États pour essayer d'attirer les sociétés, ou qu'elle se paye sur la TVA, la valeur ajoutée qu'elle crée, mais donnons-lui. Et alors ça va permettre de créer un espace économique, voire politique européen, qui va pouvoir soutenir ce genre d'entreprise. Ça, c'est ma conviction profonde. Alors ça peut paraître un peu révolutionnaire, mais je porte vraiment cet idéal européen. Je crois qu'effectivement, c'est aujourd'hui dépasser le cadre des États-nations qui sont au 19e, 20e siècle et vraiment rentrer dans le 21e, quoi. J'avais une petite question qui sort totalement du cadre de ce dont on parlait là tout de suite, mais est-ce que tu as une petite anecdote en politique, donc dans ta vie politique, une anecdote marrante à nous partager? Oui, je suppose qu'il y en a plein, alors évidemment comme ça me vient pas, mais qu'est-ce que j'ai eu c'est marrant. Moi, ce qui m'amuse toujours dans ça, c'est parfois les gens sont tellement perdus que quand ils trouvent un politique, ils sont prêts à tout pour essayer de dire, vous savez, je vous soutiens. Et donc, et c'est pas grave en fait. C'est vraiment, ça m'amuse. Et j'ai un jour eu comme ça quelqu'un qui est venu me voir et qui était persuadé que j'étais un député MR et qui m'a dit, mais vous savez, je vous ai soutenu, etc. Mais est-ce que je peux vous demander ceci ? Et en fait,
c'est pas dramatique, j'ai pris le sujet, je l'ai porté. J'ai même envoyé un SMS à mon collègue en lui disant tiens, quand tu recroises cette dame, elle m'a pris pour toi, sache que j'ai réglé son souci. Donc voilà. Et ce qui est très drôle, c'est qu'il a recroisé la dame à un moment, qui lui a dit ah merci, vous m'avez vraiment aidé. Donc il m'a refait un SMS en disant écoute, j'ai quand même dit que c'était toi. Et donc ça, je crois aussi qu'on le dit pas assez, mais indépendamment des partis politiques, indépendamment des visions, on est tous au service des citoyens et il y a moyen. Mais voilà, des anecdotes, oui, dans la vie politique, il y en a beaucoup. Okay. Ce sera ma petite dernière question avant de conclure l'épisode. Et c'est une grande question, donc n'hésite pas. Mais quels sont tes projets pour Bruxelles demain ? Alors, il y en a beaucoup. Moi, ce que je veux d'abord, c'est garantir Bruxelles comme région. On ne se rend pas compte parce qu'on a l'impression que ça a toujours été là, que maintenant, Bruxelles, c'est très jeune. Ça a créé en 89, ça a 34 ans. C'est encore une jeune région. Et donc, il y a encore beaucoup de menaces sur Bruxelles même, comme capacité en tant que région à se développer, à avoir les pleins pouvoirs de son développement. Les gens ne se rendent pas compte, mais Bruxelles n'est toujours pas une région à part entière. On ne peut pas toujours décider de nos modèles politiques. Alors, on dit qu'il faut simplifier. Je vais bien simplifier, mais j'ai un cadre institutionnel qui fait que je suis bloqué dans des carcans linguistiques absolument obsolètes. Et donc je crois qu'il y a cet enjeu de défendre les intérêts des Bruxellois et l'identité bruxelloise pour que notre région soit une région à part entière. C'est un aspect. Le deuxième aspect que je veux porter, c'est ce qui me fait très très peur, c'est la montée des extrêmes, surtout pour Bruxelles. On a une montée du racisme, on a une montée des extrémismes et des populismes, qui je crois est tout à fait incompatible avec ce qu'est Bruxelles comme ville-monde, avec des gens qui viennent de partout, avec des cultures, avec un brassage ethnique incroyable. Et donc je crois qu'il y a un véritable enjeu, effectivement, à lutter contre ces extrêmes, contre ce racisme ambiant, pour promouvoir notre modèle bruxellois de multiculturalité, de vie où tout le monde a sa place, quel que soit son parcours, ses origines. Et donc voilà, là-dessus, il y a vraiment un projet que je porte beaucoup de lutte contre les nationalismes, les extrémismes, le racisme, pour défendre l'identité multiculturelle de Bruxelles. Le troisième aspect, on l'a un peu évoqué, il y a un potentiel à Bruxelles qui pourrait être... Mon rêve, c'est de voir Bruxelles remonter dans les classements des régions où on sent le mieux. Bruxelles est aujourd'hui très haut dans les classements en termes de développement économique, en termes de... Mais on n'est pas encore au niveau de bien-être que Bruxelles pourrait apporter ses citoyens. Et donc, pour avoir ce niveau de bien-être, pour cette croissance un peu du bien-être, moi, je porte toujours trois axes. Le premier, la formation, l'accès à l'école et à la formation où on doit s'améliorer. Le deuxième, c'est l'accès aux soins de santé. Vous ne pouvez pas être heureux, vous ne pouvez pas être bien si vous n'êtes pas en bonne condition physique, si vous n'avez pas accès aux soins de santé. On sait à quel point ça devient de plus en plus difficile pour les Bruxellois. Donc, continuer à investir dans le secteur hospitalier, c'est primordial. Une fois que vous avez assuré ces conditions de base, éducation et santé, il faut pouvoir donner à chacun un projet professionnel. Et ce que je n'aime pas aujourd'hui dans la politique, c'est ce côté où on vous contraint à aller dans un métier, on vous contraint, sinon vous allez perdre vos droits. Non, refaisons un peu rêver. Faisons en sorte que les gens trouvent un professionnel dans lequel ils s'épanouissent. Il n'y a personne qui est heureux dans un boulot à se lever tous les jours à 8 heures, à aller tous les jours au boulot à 8 heures pour un truc qu'ils n'aiment pas. Il y a des potentiels d'emploi et on le voit aujourd'hui, les gens se cherchent un truc qui fait sens et on a le potentiel, que ce soit en formation, en création d'entreprise, en entrepreneuriat ou dans notre économie, de trouver des jobs pour tout le monde, quel que soit son parcours de vie. Et donc ça, c'est vraiment le deuxième aspect, assurer cette capacité de subvenir à ses besoins en réalité, parce que c'est aussi une des conditions du bien-être. Et une fois que vous avez ça, mais vous avez la qualité de vie en ville. Et dans la qualité de vie, il faut d'abord qu'il y ait de la vie qui en reste. Donc il y a ce défi écologique où Bruxelles doit atteindre ses objectifs de décarbonisation. Et plus on va aller dans ce défi, plus on va aussi améliorer la qualité de vie en ville. On est mieux dans une ville qui respire mieux, qui est décarbonée, où on n'a pas des enfants... Il faut aller voir les statistiques hospitalières des enfants qui ont aujourd'hui des problèmes respiratoires à cause de la pollution, de l'espérance de vie qui est réduite à cause de la pollution. On vit mieux dans une ville qui a été réaménagée, où l'espace public est dégagé pour refaire des espaces verts, pour faire des lieux de rencontre. On est mieux dans une ville apaisée en termes de mobilité où on est extrêmement multimodal, on est mieux dans une ville où on peut bouger à vélo de manière sécurisée ou dans les transports en commun propres et sécurisés. Et donc cet aspect-là de qualité de vie, de rencontre du défi écologique, de sécurité aussi, on n'est pas bien si on ne se sent pas en sécurité, et je pense notamment aux femmes dans l'espace public, il y a encore un gros travail, et de propreté, on en a parlé. À ce moment-là, on aura Bruxelles, peut-être un jour, capitale du bien-être en Europe, voire dans le monde. En tout cas, ça, c'est l'ambition que je porte. Et c'est mon fil rouge politique. D'avoir toujours ces trois strates en tête, de me dire comment j'agis sur chacune d'entre elles, comment est-ce que je construis une région dans laquelle on peut s'épanouir et avoir cette croissance du bien-être pour l'ensemble des Bruxellois. Faisons rêver Bruxelles. Je vais m'arrêter sur un petit jeu. Et je vais tricher parce que je vais les dire en premier, parce que je sens que si tu les dis en premier, j'aurai plus d'inspiration. Si tu avais à décrire le parti Défi, du coup,
en 3 adjectifs. Donc moi je triche, je dirais justice, je dirais bien-être, tu l'as mentionné plus tôt, et la responsabilité. Et quand je dis responsabilité, elle est tant individuelle que collective quand on parle de la responsabilité politique. Voilà, le sens de la responsabilité en tout cas, ou le sens de l'État. Donc quand on dit sens de l'État, pour moi c'est la responsabilité des gouvernants lorsque voilà, ils prennent une décision. Et toi, qu'est-ce que tu choisirais ? Alors, c'est un parti, si je dois donner trois termes, le premier, c'est la Fédération Bruxelles. Je crois que c'est un parti historiquement bruxellois, qui est au cœur des défenses des intérêts des Bruxellois, mais qui aujourd'hui s'étend dans ce rôle Fédération Bruxelles, qui est tout un enjeu de formation, on en a parlé, de soins de santé, qui est un enjeu économique. Ouais. C'est un des aspects. C'est un parti extrêmement progressiste. Je crois qu'on ne se rend pas compte, mais Défi a été le parti avec la première femme présidente de parti, le premier élu d'origine étrangère à la ville de Bruxelles, la première secrétaire d'État subsaharienne. C'est aussi un parti qui porte les questions aujourd'hui de progression sociale, de droits des femmes, etc. Donc, et le troisième, j'en ai parlé parce que pour moi il était important, c'est cet aspect pro-européen. Aujourd'hui dans les clivages politiques, on pense gauche-droite, progressiste-conservateur, mais on oublie ce côté pro-européen ou anti-européen, et je crois que ça c'est extrêmement important pour le développement de notre ville, de notre région et même de notre continent. Bah écoute Fabien, je te remercie énormément d'avoir répondu présent. Merci à toi de m'avoir invité. Et je te souhaite une très jolie soirée et j'espère à très vite. Et j'espère que ceux qui nous écoutent auront tant de plaisir à déguster, comme tu l'as dit, ce podcast, parce que nous, on va l'avoir en mangeant les excellents donuts de Chloé et de Coco Donuts. Let's go. Le rôle du jeune en politique, c'est de penser le monde tel qu'il devrait être et non s'accommoder du monde tel qu'il est. Et pour ce faire, il faut évidemment renouveler ces classes politiques avec des personnes qui ont une véritable ambition pour la ville et pour leur pays. Les amis, relevons le défi.